Samuel. Bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. On est aujourd'hui à l'hôpital de la Timone à Marseille et vous travaillez toutes les deux dans l'équipe de soins palliatifs. On est dans le secteur pédiatrie. Vous travaillez auprès des enfants. Les soins palliatifs enfants et adultes, est-ce qu'il y a une différence ? On a de toute façon un socle commun avec les soins palliatifs adultes parce que la vision est la même, la recherche du confort du patient est le même, les objectifs sont les mêmes. Après, il y a la particularité de la pédiatrie qui fait que l'utilisation des médicaments peut être un peu différente. On a de toute façon l'obligation de passer par le parent ou le responsable légal puisque l'enfant est mineur et ça change quand même beaucoup les choses dans les décisions thérapeutiques et donc c'est un challenge de remettre l'enfant au cœur des décisions. Les soins palliatifs sont là pour l'accompagnement dans le traitement de l'enfant, dans la prise en charge. Est-ce que vous pourrez me dire à quel moment on peut basculer sur des soins palliatifs ? En fait, c'est la pathologie qui va nous déterminer le moment. Soit on est dans une pathologie qu'on peut guérir, donc on est dans des soins curateurs, soit médicamenteux, accompagnement, chirurgie, etc. Soit on est dans une situation où on ne peut plus guérir, soit parce qu'on a fait un traitement et qui ne fonctionne pas, soit parce que la maladie en elle-même est une maladie qui, encore au jour d'aujourd'hui, ne se guérit pas. Et donc c'est une situation de soins palliatifs. On est bien dans une façon de réfléchir différente quand on ne peut pas guérir. Ok. Et concrètement, ces soins palliatifs, ils se traduisent par quelle action ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Surtout, commencer à réfléchir à la proportion des soins qu'on va pouvoir proposer à l'enfant, de manière à ne pas être plus délétère que ce qu'on peut apporter de bien à l'enfant. Axer les soins sur le confort, même si le confort pourrait être une priorité à chaque fois. En fait, ça ne l'est pas parce que parfois, dans certaines pathologies, on sait qu'on va pouvoir les guérir avec des traitements très lourds et ça va impacter le confort. Là, on est dans une situation où on sait qu'on ne pourra pas guérir l'enfant. Donc, il faut qu'on puisse primer le confort. Et ça passe aussi par des projets de vie. Les rêves, voilà. Comment améliorer la qualité de vie de l'enfant jusqu'au bout. Et un enfant, c'est un être plein de vie. Il va vouloir réaliser plein de choses. Ok. Oui, parce que caméra, vous m'avez dit lors de nos premiers échanges que la maladie n'est pas une fin en soi. Au niveau notamment scolaire, puisque la plupart des enfants qui sont là sont encore scolarisés. Qu'est-ce que l'hôpital met en place par rapport à tout ça ? Pour la scolarité, dans tous les services hospitaliers, maintenant, il y a une école. Donc il y a des professeurs et donc ils accompagnent les élèves quand ils sont hospitalisés et ils accompagnent aussi les élèves sur un retour à l'établissement. Nous, on va aller questionner l'enfant sur justement cette scolarité. Est-ce qu'il a envie d'y retourner ? Dans quel contexte ? Parce que ça peut être à la fois continuer à apprendre et puis ça peut être aussi juste être avec les copains. Donc à nous après d'aller travailler avec cet établissement scolaire ou avec l'école à la maison pour être le plus adapté possible. Ce qu'ils vont aller chercher dans cette scolarité, c'est la normalité. C'est-à-dire rester un enfant qui va à l'école. Qui joue, etc. La scolarité peut être un objectif de vie. Et obtenir un examen aussi. Ok, très bien, vous le savez déjà, mais peut-être les gens qui nous regardent ne le savent pas encore, mais il y a une loi Leonetti qui a été votée en 2005. Elle implique le corps hospitalier à soulager impérativement le patient, à mettre le patient au cœur des décisions, avoir toujours son accord, comme vous m'avez dit très bien, l'enfant au cœur de la prise en charge, et surtout à interdire l'acharnement thérapeutique. Pour en revenir justement à l'implication des parents, comment est-ce que les parents ont un impact dans la prise en charge des enfants ? Ce qui est important pour nous dans les équipes, en tout cas en pédiatrie, c'est que ce soit plutôt une proposition aux parents pour pouvoir respecter au maximum la temporalité. C'est-à-dire où est-ce qu'ils en sont dans le cheminement de la maladie de leur enfant et peut-être de la fin de vie. Oui, et pas leur imposer directement une décision. C'est ça. Donc si une décision qui est proposée ne convient pas aux parents, c'est tout à fait possible du coup d'essayer de trouver un juste milieu et pourquoi pas de refaire une réunion plus tard et au fur et à mesure d'avancer comme ça avec les parents. Ok, donc toujours dans le dialogue, la communication, ils ont quand même un rôle... C'est vraiment le cœur de tout en fait, le dialogue et la communication. Après c'est important de rechercher aussi, quand c'est possible, la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Parce que c'est parfois compliqué pour eux d'en parler à leurs parents. De dire qu'ils savent ce qu'il en est de la maladie, ils savent qu'ils ne vont pas guérir.
et que finalement ils en ont marre et qu'ils voudraient que tout s'arrête. C'est souvent difficile pour eux d'en parler à leurs parents parce qu'ils ont peur de leur faire de la peine. Et donc c'est là aussi où on essaye vraiment de pouvoir recueillir un petit peu quelles sont ses pensées à lui. Peut-être essayer d'établir un lien avec les parents et qu'on avance tous ensemble. Ok, d'accord. Et peut-être un dernier mot, avec notamment le projet de loi sur la fin de vie. Ce projet concernait forcément les majeurs pour le moment, mais vous m'aviez dit d'en parler quand même puisque ça aurait peut-être un impact. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que c'est quelque chose de mal, quelque chose de bien? Comment est-ce que vous envisagez cette loi? C'est quelque chose qui est inquiétant. Ok. C'est quelque chose qui nous a beaucoup mobilisés. Toutes les équipes de soins palliatifs pédiatriques sont regroupées dans une société savante. Le président de cette société savante qui a été convié aux discussions avec le gouvernement pour essayer de faire remonter ce qui vraiment est important dans ces prises en charge. Comment ne pas faire de cette aide médicale à mourir quelque chose qui serait subi par les équipes qui s'occupent de soins palliatifs aujourd'hui. Là où la mouvance voudrait plutôt qu'on développe l'offre de soins palliatifs en France et que développer cette offre de soins palliatifs permettrait de mieux en mieux accompagner les patients. Alors je voulais juste rajouter que derrière les demandes d'euthanasie, ce qu'on a pu constater nous dans nos équipes et avec d'autres équipes ressources en France, c'est que finalement il y a beaucoup de crainte de mourir. Quand on a eu ces demandes-là et qu'on a pu leur dire qu'on serait là, qu'on pourrait accompagner, on a tout ce qu'il faut pour limiter la souffrance psychique et la souffrance physique, et bien finalement les enfants, des ados en fait, qui ont plutôt cherché à prolonger encore un petit peu la vie. Donc il y a probablement évidemment des vraies demandes d'euthanasie, vraiment mûrement réfléchies, mais il y en a aussi pour lesquelles en fait ça cacherait sûrement une peur de mourir. Et c'est pour celles-là en fait qu'il faut pouvoir continuer de proposer des soins palliatifs et pour lesquelles la loi est plus inquiétante parce que si on ne s'est pas assuré que c'était mûrement réfléchi, finalement peut-être qu'au final on aurait fait quelque chose qui aurait été peut-être regrettable par la suite. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup de votre temps, de votre courage et de votre travail au quotidien auprès des enfants. C'est très beau à voir. Merci beaucoup aussi pour cette interview, pour les gens. Peut-être que désormais ils savent un peu plus ce que c'est que les soins palliatifs et l'objectif d'éduquer autour de ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Merci.